le statut du futur Parlement. Quelles seront les conséquences de la tenue du scrutin? La crise sera-t-elle ainsi réglée? Facilitée depuis l'année dernière, la crise sociopolitique au Togo a bénéficié de nombreuses interventions de la CEDEAO, mais aussi des grandes puissances à travers les représentations à Lomé. Ce sont ces représentations qui ont écrit une dernière fois cette semaine à la classe politique togolaise. Depuis juillet dernier, une question reste posée au Togo. Les amis du Togo aident-ils réellement et sincèrement le pays à solutionner définitivement sa crise? Le dernier appel du G5 insiste sur la préservation du climat de paix, la retenue, la disponibilité. Existe-t-il encore ou non une place à de nouvelles initiatives politiques? Parlant d'initiatives, les partis engagés en campagne n'ont que la seule initiative des partis prêts à s'offrir des sièges au Parlement, à savoir convaincre les électeurs. Comment s'y prend-on au mouvement des patriotes pour le développement et la démocratie MPDD? La tête de liste de Lomé, Gérard Adia, vice-président du MPDD, est notre invité. Ce dimanche, la finale du tournoi de l'UFOA à Lomé se jouera sans le Togo éliminé. Ce sera aussi sans Amavi Patatou. L'ancien membre de la FTF ne verra pas 2019. 2019, c'est dans juste 16 jours. Le numéro de l'émission, ou le seul numéro de l'émission, c'est 87 50 34 37. Et Romaric Freitas est lui à la mise en monde technique. Gérard Adia, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot Thiobé. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Beaucoup avaient longtemps cru que votre Gérard s'écrivait avec un R. Moi-même, j'ai cru que c'est avec un R, mais c'est plutôt avec un L. Quelle est en réalité la différence, Gérald? Bon, ben, l'un ou l'autre, je crois que ça doit dire la même chose. En fait, c'est par habitude que Gérard s'écrit avec R, parce qu'en fait, sur mon carnet de baptême, en fait, c'est L. Mais l'habitude des gens, c'est RR. Et puis bon, j'ai adopté le R, malgré moi. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais je n'en vois pas la différence. Et puis bon, je n'y accorde pas d'importance. Comment vous sentez ce dimanche? Ben, c'est un dimanche un peu spécial parce que c'est le dernier dimanche avant les élections législatives de 2018. Et je sais que tout le peuple togolais est en prière actuellement. La grande majorité des chrétiens catholiques étaient revenus le dimanche dernier, il y a 8 jours, du pèlerinage de Covier. Ce week-end, les chrétiens du diocèse de Takwame sont également en pèlerinage auprès de Notre-Dame, le lieu de pèlerinage du diocèse de Takwame. À Yomé, tout à fait. Et je sais qu'il y a Vous êtes chrétien, lui, vous-même? Oui, je suis un chrétien convaincu. Parce que tout le monde dit finalement qu'il est chrétien au Togo. Bon, chacun est libre de dire ce qu'il veut. L'essentiel, c'est la relation personnelle que chaque individu entretient avec son Dieu. Donc, moi, je revendique ma chrétienté. Je suis chrétien. Et puis, bon, j'y tiens. Je me dis que je cultive ma foi chrétienne. Donc, ce dimanche est un peu particulier parce que je sais que tout le monde prie. Tout le monde prie, tout le monde demande quoi? Tout le monde demande la paix, tout le monde demande que notre pays puisse évoluer, que notre pays puisse connaître également le bien-être partagé par tous. Donc, c'est ce que nous voulons tous et nous souhaitons à chacun une bonne semaine et que la paix de Dieu règne sur notre pays. Est-ce que c'est une foi inébranlable, vu ce qui se passe dans le pays? Est-ce que quelque part, vous ne commencez pas à douter? Non, je ne doute pas du tout. Il est vrai que quelque part, on peut se demander si Dieu n'a pas tourné son regard, pour ne plus regarder les Togolais. Mais Dieu n'a jamais observé un silence par rapport à ses enfants. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le chapitre, dans le Romain, la lettre de Romain, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 11, chapitre 11, tout le chapitre 11, quelque part, il est écrit, Dieu a-t-il abandonné son peuple? Vous comprenez? On dit souvent que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout est déjà passé. Ce n'est qu'une répétition de l'histoire.
le peuple d'Israël a connu, le peuple juif a connu aussi ces moments où on a eu l'impression que Dieu ne regarde plus son peuple, Dieu n'écoute plus son peuple. Moi, je suis convaincu, étant chrétien, je suis convaincu que Dieu écoute notre peuple. Et Dieu va agir. Et Dieu agit souvent au moment où personne ne s'y attend. Et donc, sachant ça, j'ai confiance. Et moi, je continue par avoir confiance que la situation dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur va nous donner la solution. Et la solution sera tellement efficace qu'on va se demander, mais on a perdu du temps, on a perdu d'énergie, on a perdu autant de ressources, alors que la solution est à côté. Donc moi, je continue par croire que le Seigneur fera quelque chose. Et il le fera parce que, vous savez, on dit souvent que toute chose provient de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'y crois. Mais à vous écouter, on a l'impression d'avoir en face de nous un acteur politique opposé au processus en cours ou un de ces religieux qui dénonce ce qui se passe dans le pays. Vous faites une comparaison même avec le peuple d'Israël que vous attendez à ce que Dieu intervienne et qu'il donne surtout une solution juste pour le Togo. Quelle peut être éventuellement une solution juste pour le Togo par ces temps que nous traversons? Je ne peux pas présager d'une solution humaine. C'est-à-dire qu'on aura tout essayé au Togo. Vous comprenez? On aura tout essayé au Togo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et la crise togolaise, ça dure de très longtemps. Et donc, je me dis que si on en arrive là, c'est parce qu'il y a un problème que Dieu cherche à régler d'abord. Parce que quand Dieu veut faire ces choses, il met le temps. Et il donne le temps aussi aux humains, aux êtres humains, de se préparer à ce qu'il veut faire. Et donc, je suis convaincu que Dieu nous donne le temps de nous préparer. Parce qu'il fut un moment où nous avons prôné dans ce pays le pardon, la réconciliation, l'amour de l'autre. Mais quand vous écoutez les Togolais depuis quelque temps, c'est la haine qui se lit dans les propos. C'est des invectives, des propos de mépris les uns à l'égard des autres. Et on a même des fois l'impression que le Togo est tellement divisé. Le Togo est tellement divisé qu'on se demande si un jour, ça ne va pas, on ne connaîtra pas une crash. Vous comprenez? Donc, on se dit, il faut que ce soit Dieu qui règle ce problème-là. Parce que on voit que le problème du Togo, c'est en deux volets. Le problème est politique et également le problème de gouvernance. Un problème politique qui dure depuis longtemps parce qu'il y a une partie de la classe politique qui veut conserver le pouvoir à tout prix. Conserver à tout prix le pouvoir. On ne veut rien lâcher. Et on veut demeurer au pouvoir éternellement. Or, c'est une république. On ne peut pas considérer le pouvoir dans une république comme le pouvoir dans une monarchie. Et donc, ce problème-là est là. Il faut le régler de manière politique. Et il y a aussi le problème de la gouvernance. La gouvernance, ça se fait de façon très, 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 très mauvaise. On ne gouverne pas pour les citoyens. On ne gouverne pas pour que les citoyens soient à l'aise. Et la gouvernance se fait de manière à ce que ce soit certains seulement qui profitent des richesses du pays. Et ces deux problèmes, c'est ça qui concerne notre peuple. Et il faut que nous arrivions un jour à régler ça. Le problème politique, qui est le problème de la conservation du pouvoir par un clan, et le problème de la gouvernance, qui fait que on ne gouverne pas pour les citoyens, mais on gouverne pour certaines minorités. Nous verrons dans quelques instants les propositions qui sont celles portées par votre parti politique, le MPDD, qui prend part aux législatives. Mais puisque nous sommes en temps de campagne pour ceux qui ont décidé de participer à l'élection de jeudi prochain, quels sont vos programmes pour ces derniers jours? Vous savez, le Togo a un problème actuel. Depuis, un problème qui est traîné depuis plusieurs années, mais ça devient encore plus grave, la crise que traverse notre pays, donc le problème des réformes politiques. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à faire les réformes politiques depuis plusieurs années? Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on traîne cette affaire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le régler? Nous voudrions nous atteler à ce problème-là, régler les réformes politiques. Nous en parlerons, puisque ça fait partie sans doute... Donc ça fait partie de notre programme. Oui, en fait, quand je parle de programme, je veux savoir si vous avez des meetings, si vous avez des rassemblements. Bien sûr, bien sûr. Puisqu'on a constaté sur le terrain que très peu de partis politiques, notamment à Lomé, sont visibles. Bon, ça dépend de quelle visibilité vous voulez, parce que moi, plus tard... Non, mais en fait, en campagne électorale, la visibilité
vous la connaissez mieux que moi, c'est de se présenter devant les électeurs. Oui, bien sûr. Bon, les gens font des meetings un peu partout, mais il faut reconnaître que le contexte est un peu particulier parce que il faut reconnaître que le processus électoral est un peu rejeté par l'opinion publique et donc les gens ne sont pas disposés à aller écouter les acteurs politiques parce que on a l'impression qu'on en a assez, le peuple en a assez des acteurs politiques, des problèmes qui n'en finissent pas, une crise qu'on n'arrive jamais à régler définitivement. Or, les gens ont besoin d'une certaine sérénité pour travailler et vivre normalement. Et donc, quand on se dit que ce sont les acteurs politiques qui créent ces conditions-là, qui ne permettent pas aux gens de s'épanouir, c'est tout à fait normal que les gens s'en lassent. Donc, c'est normal que aujourd'hui, dans le contexte politique où certains veulent aller à tout prix aux élections et d'autres disent non, nous allons arrêter ces élections-là, que la population soit désabusée. Et quand vous dites que certains veulent à tout prix aller aux élections, y compris le MPDD, non, le MPDD fait partie du processus. Le MPDD n'a jamais demandé qu'il veut aller à tout prix à ces élections. Il faut nuancer les choses. Nous avons dit que nous ne comprenons pas pourquoi cette précipitation pour aller à ces élections. Nous aurions mieux fait les choses en adoptant un processus inclusif, que tout le monde y participe. Et là, la compétition est loyale, la compétition est plus exclusive et inclusive et que tout le monde y participe. C'est notre souhait. Mais puisque c'est le gouvernement, la CENI et aussi la communauté internationale, représentée par la CEDEAO, nous pousse à aller à ces élections, nous disons, n'y aller pas constituerait pour nous autres une faute grave qui entraînerait des conséquences encore plus graves que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour ça que malgré nous sommes entrés dans ce processus-là parce que nous considérons qu'il faut aller sauver l'essentiel. Et donc, nous continuons par y croire que c'est notre démarche qui est la meilleure et que nous constituons aujourd'hui une équipe qui va certainement régler un certain nombre de problèmes que les autres n'ont pas pu régler. Est-ce qu'elle n'est pas ambiguë, votre position, puisque par exemple... C'est possible que ce soit perçu comme ambigu. C'est possible. Et je comprends aussi les gens qui peuvent percevoir de l'ambiguïté dedans parce que nous sommes conscients que le processus est plus ou moins rejeté, mais les gens comprendront demain notre position parce que nous savons très bien que le boycott aura des conséquences graves. Parce que le camp d'en face veut à tout prix aller à ces élections. Et pourquoi il veut aller à tout prix à ces élections? Nous avons essayé d'analyser cette position politique-là qui consiste à aller à tout prix à ces élections. Et aussi ce qui nous gêne un tout petit peu, c'est le silence de la communauté internationale. Qu'est-ce qui est derrière? C'est le silence de la CEDEAO. On ne comprend pas pourquoi ce silence. Alors nous nous sommes dit, si la communauté internationale se tait, si la CEDEAO se tait, c'est certainement qu'il y a un problème derrière. Et c'est parce que les gens sont allés au dialogue et nous ne savons pas exactement ce qu'ils se sont dit. Nous avons voulu participer à ce dialogue-là. On nous a dit non. Et donc, on s'est mis à côté et nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants de ce dialogue. Et tout que les gens se sont dit, nous ne savons pas. Alors, pourquoi à un moment donné, la CEDEAO pousse les gens à aller à ces élections-là et un camp refuse de ne pas y aller et un camp veut à tout prix y aller? On s'est dit, il y a un danger derrière. Nous voulons limiter ce danger. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans ce processus. Connaissant bien les gens d'en face. Parce que ce qui était arrivé en 2002, nous ne souhaitons plus jamais que ça arrive à notre pays. Est-ce que les contextes ne sont pas différents? Puisque beaucoup de gens font allusion à 2002. Est-ce que le monde n'a pas évolué? Non, je ne crois pas que le contexte ait beaucoup évolué par rapport à 2002. Je ne crois pas. Parce que l'histoire se répète. Hein. Ce qui s'est passé en 2002, c'est exactement ce qui arrive. Si nous n'y prenons garde. Donc, nous autres, nous disons que, vu le comportement de l'UNIR, vu le comportement du parti au pouvoir, du gouvernement, et la façon dont ils organisent ces élections-là, et l'intention de préserver ou bien de conserver à tout prix le pouvoir, c'est dangereux finalement pour notre pays. Si nous voulons que les choses, on n'en arrive pas là, nous sommes obligés de jouer à la défense définitive parce que nous voulons défendre les intérêts du peuple togolais et c'est pour ça que nous sommes obligés de faire ce que nous sommes en train de faire. On appelle ça de sale boulot parce que quelque part, les gens ne vont pas vous comprendre, mais nous savons que le travail que nous faisons
C'est pour déblayer le terrain pour que les choses puissent se passer normalement après. Ma question, c'est de savoir si vous avez des meetings ou d'autres rassemblements ce dimanche. Finalement, vous n'avez pas répondu. Si, nous avons déjà commencé par faire des meetings à Lomé. On en a organisé la dernière fois à Kanikopé. Hier, on en a organisé comment appelle-t-on, à Zanguera. Demain, nous avons un grand meeting à Flao, Sagbado. Nous avons Lomé est grand, mais Lomé pour nous, c'est 3 communautés de base, à savoir le Bé, Guenivé et puis les Aflao. Voilà les 3 territoires sur lesquels Lomé s'étend. Donc nous disons un grand meeting à Bé, ce qui s'est passé à Kanikopé, un grand meeting à non, mais faites ainsi. Mais si, Kanikopé, c'est très loin du centre de Bé. Oui, bien sûr, on ne va pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des petits meetings qui se font un peu partout, par les candidats. Mais organiser un grand meeting, il faut choisir un endroit où on puisse convoyer toutes les populations de toutes parts. Parce que Kanikopé, c'est pour faire venir les gens de Baguida, les gens de Bé, les gens d'Amoutivé, de Bekota, etc. On a considéré que c'est un peu au centre. Et puis aussi, on a vu que c'est une zone délaissée, c'est une zone, je ne dirais pas méprisée, mais où l'État s'occupe peu des gens là-bas. On n'entretient pas, les populations de ce côté-là. Nous disons que ils seront plus réceptifs à nos messages. C'est pour ça que nous avons choisi Kanikopé. Et hier, nous étions à Zanguera. On a convoyé des populations de Zanguera, d'un peu partout des quartiers environnants, de Bakposito, de Leguasito, etc. Bon, demain, nous ferons un meeting à Guenivé. Et puis, nous ferons également 2 meetings à Flao demain, un à Flao Sagbado, et puis à Flao à Madarome. Voilà les meetings que nous ferons dans les jours. Est-ce que la population était réceptive à vos messages? Je crois, parce que je sais quel message je passe aux gens, et partout où je suis passé, les gens reçoivent très bien ces messages-là. Mais en fait, je pose la question parce que vous avez dit tantôt que c'est un processus qui semble être rejeté par les populations. Et ça aussi, j'essaie de l'expliquer pourquoi nous allons à ces élections. Et finalement, les gens me comprennent. Les gens nous comprennent que c'est nous qui avons raison, et le rôle que nous jouons, ça peut être mal perçu aujourd'hui, mais demain, la grande partie de la population comprendra. Et j'invite encore, cette fois-ci, les gens à aller lire Romains chapitre 11, tout le chapitre. Quelles sont les armes dont vous disposez pour pouvoir éventuellement bousculer le parti au pouvoir dans la course ou bien dans le jeu qui est devant nous? Le parti au pouvoir a des difficultés parce que ce qui se passe aujourd'hui, ils en sont responsables. Ils sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui. La crise dans laquelle le pays s'est englué, le refus des réformes, c'est la faute au parti au pouvoir. La misère des gens, c'est la faute au parti au pouvoir. L'éducation à lambeaux, c'est la faute au parti au pouvoir. La santé, les hôpitaux qui sont désertés ou qui sont très mal équipés, c'est la faute au pouvoir. Je ne sais pas quel argument ils ont sur le terrain. Le seul argument qu'ils peuvent faire valoir, c'est l'argent. Alors, c'est ça leur méthode privilégiée. Ils vont vouloir acheter encore les consciences. Mais nous appelons aussi la population à être vigilante. Parce que c'est finalement, eux aussi, quand ils se laissent corrompre, quand ils se laissent acheter la conscience, que le problème perdure. Parce que si les gens viennent vous voir avec 2 sacs de riz et puis les billets de 2000 francs ou de 5000 francs, et vous acceptez, vous allez voter pour eux, c'est finalement vous-même qui acceptez les conditions que les gens vous imposent. Donc, nous essayons d'expliquer ça aux gens. Et le parti au pouvoir, donc, n'a pas d'argument, à part l'argent. Mais nous avons de l'argument. L'argument que nous avons, c'est que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons travailler à ce que les gens vivent mieux. Et le projet que nous portons, ou bien les projets que nous portons, nous savons très bien que si nous arrivons à opérer les réformes, si nous arrivons à réconcilier les Togolais, si nous arrivons à créer un cadre de confiance qui font participer tous les acteurs politiques à la vie politique et à la vie du développement du pays, je crois que nous aurons fait œuvre utile. Et donc, nous disons aux gens, méfiez-vous du parti au pouvoir, soyez vigilants, ne vous laissez plus séduire par les billets de banque, parce que ces billets de banque, comment ils sont gagnés? Et ça aussi, c'est tous ces problèmes-là. Donc, nous disons que le parti au pouvoir n'a pas d'argument. Et ils n'en auront même pas. Donc, nous expliquons tout ça là sur le terrain à nos, pas seulement nos militants,
aux populations. Nous allons faire un peu de pronostic, pronostic, puisque quand on s'engage dans un processus comme celui-là, c'est pour le gagner. Combien de députés comptez-vous avoir au soir du 20 décembre? Bon, nous sommes engagés avec 78 candidats dans 12 circonscriptions électorales, et ce qui donne un crédit de 39 députés. Malheureusement, nous n'avons pas la prétention d'avoir la majorité, puisque le crédit de députés que nous avons, pour lequel nous sommes inscrits, ça fait 39 députés. Nous disons que si le scrutin se passe normalement et si nos adversaires en face n'utilisent plus leur méthode qu'on leur connaît et qui consiste à ne pas proclamer le résultat sorti des urnes, nous n'envisageons pas avoir moins de 25 députés. Est-ce que c'est pas trop gourmand? Pourquoi tu serais gourmand? Pourquoi? Non, mais en fait, moi, je vous pose la question. Oui, mais c'est parce que nous en avons les moyens. À Lomé, ici, mon principal challenger, c'est le parti au pouvoir. Parce que moi, je me dis que j'aurais vraiment aimé que ce soit, que la C14 soit à cette élection. Malheureusement, ils n'y sont pas. Mais je jouerai tout ce qu'ils peuvent faire, je jouerai à leur place. Et donc, à Lomé, ici, j'ambitionne de prendre au moins 8 sièges. Et pourquoi pas les 10? Non, mais en parce fait, que j'irai à dire, mais je ne sais pas si vous commencez pas à blaguer, je ne sais pas. Non. Non, mais en fait, c'est sérieux. Non, c'est sérieux ce que vous dites. Oui, c'est sérieux. Je suis très sérieux. Et vous savez, aux dernières élections, le CST avait gagné 7 sièges. Le CST avait gagné 7 sièges et Arc-en-Ciel avait gagné 1 siège. Ce qui fait 8 sièges pour l'opposition à Lomé. Vous comprenez? Or, cette opposition-là, le CST et Arc-en-Ciel, c'est le seul parti, c'est-à-dire le nôtre, qui faisait partie de ce regroupement, qui est aujourd'hui présent à ces élections. Et donc ça suppose que si les populations doivent voter normalement, c'est à ce seul parti-là qu'ils doivent voter. Non, mais en fait, vous oubliez d'avoir dit que ce processus est rejeté et que, par exemple... Oui, mais le processus est rejeté. Mais il y a quand même les gens qui sont allés... Ceux qui votaient traditionnellement pour les partis aujourd'hui engagés dans la C14, absents à ce processus, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Oui. Donc, vous comptez sur qui pour non, ce n'est pas tout le monde qui n'a pas ses cartes d'électeur. Ce n'est pas tout le monde. Vous savez mais finalement, est-ce que ce n'est pas trop prétentieux? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit trop prétentieux. Je suis réaliste. Parce que je fais des calculs politiques en disant que c'est vrai qu'à un moment donné, la C14 a demandé à boycotter le recensement. Donc, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas allés se faire recenser. Il y a eu un délai de prolongation. Les gens sont repartis. Malheureusement, là aussi, il y a une faute qu'on peut imputer à la CENI et puis au gouvernement, parce qu'ils n'ont pas laissé les gens la possibilité de se faire recenser. Tout ce qu'ils voulaient se faire recenser n'ont pas pu se faire recenser. Donc, il y a un gap à combler à ce niveau. Mais je dis que aujourd'hui, UNIR s'est fait comment appelle-t-on, sur le terrain, et eux-mêmes, ils ont créé trop de problèmes. Vous comprenez? Ils ont créé trop de problèmes aux citoyens, ce qui fait que tout le monde en a marre. N'oubliez pas que des gens se sont quand même allés s'inscrire sur la liste électorale. Donc, à Lomé ici, je sais que les gens sortiront pour aller voter. Les gens sortiront pour aller voter et je les appelle vivement à aller voter. Et je ne vois pas les gens aller voter pour UNIR. Je ne vois pas. Donc, la prétention de 8 sièges à Lomé, je le dis, je l'affirme que c'est ça mon objectif. Vous comprenez? C'est ça mon objectif. Et bon, il y a d'autres partis qui sont sur le terrain. En 2013, il y avait 2 sièges pour venir. Ces 2 sièges, je ne crois pas qu'ils peuvent encore gagner ces 2 sièges. Ces 2 sièges-là doivent aller normalement à d'autres partis. Certains disent qu'en l'absence de ceux qui sont présentés comme les ténors de l'opposition, c'est devenu une aubaine pour de nombreux jeunes et des néophytes de se tailler une place à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ceux qui font ce type d'analyse ont raison ou pas. Je ne crois pas qu'ils ont raison. Parce que notre intention, ce n'est pas de gagner des sièges à l'Assemblée. Nous aurions aimé que ce processus soit un processus inclusif et que nous fassions une véritable compétition. Et là, tout le monde comprendra qui est qui. Malheureusement, le processus n'a pas bien évolué. Et il faut reconnaître une chose, c'est que ce processus
c'est les deux parties, les deux camps d'en face qui l'ont initié, qui l'ont commencé. Parce que à la sortie du dialogue, ils étaient d'accord pour aller aux élections, à la sortie du dialogue. Nous n'étions pas dans le processus, malgré que nous ayons un responsable à la CENI. Ils ont demandé que celui-là ne soit plus là. Et à un moment donné, nous avons dû céder notre place. Et donc, mais sur cette question aussi, oui. Est-ce que votre membre qui vous représentez à la CENI, est-ce qu'il ne continue pas à vous représenter? Il n'est plus là officiellement. Oui, mais en fait... Il n'est plus là officiellement, mais étant donné que le travail demande une personne, et la personne qui devrait s'en occuper n'étant pas là, il faut quand même des ressources, des personnes ressources. Donc, mais est-ce que c'est sérieux? Puisque, par comment exemple, voudrez-vous que cela se passe? Non, je pose la question, puisque c'est qu'on dit que certains partis politiques, ils devaient se retirer, et officiellement, ces partis ont déclaré qu'ils se sont retirés de la CENI. Oui. Mais on constate que, dans la réalité, ces partis continuent à se faire représenter à la CENI. Vous savez, la représentation à la CENI, il y a deux aspects. Il y a un aspect politique et un aspect technique. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus à la CENI du point de vue politique, mais nous y sommes du point de vue technique. L'autre représentant, il fait un travail technique, un travail pour lequel on a besoin d'une ressource humaine. Et il le fait. Mais politiquement, notre parti n'est plus représenté, puisqu'on a donné notre démission. Je voudrais bien que les gens nous comprennent sur ce point-là. Non, mais en fait, quand on démissionne, on quitte, n'est-ce pas? Mais, et le travail, qui le ferait? Oui, mais en fait, est-ce que vous êtes comptable de ce qui se fait à la CENI aujourd'hui? Non, pas du tout. Oui, mais si techniquement vous êtes présent à la CENI... Oui, mais ce n'est plus le parti qui est présent là-bas. Ce n'est plus le parti qui est présent. Mais qui est présent? C'est notre militant qui peut être recruté à la CENI. Il est là techniquement, il n'est pas là politiquement. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas ambigu? Mais ça, c'est le Togo. Donc, tout est finalement ambigu dans le pays. Mais c'est ce que nous tous nous constatons. Et vous devez nous comprendre que la personne travaillait, il a acquis une certaine expérience. Et puis bon, il est arrivé au moment où on lui a demandé de quitter la CENI. Et politiquement, il va quitter. Nous étions prêts à plier bagages. L'essentiel est que ceux qui devraient venir le remplacer le fassent. Mais malheureusement, les gens ne sont pas venus. Donc, on l'a maintenu comme ressources humaines. Il travaille techniquement, mais politiquement, il ne représente plus notre parti là-bas. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas des faits qui, quelque part, donnent raison à ceux qui critiquent le processus? Oui, ça peut donner raison, mais on est au Togo. Et on aurait voulu que les choses soient faites autrement. Mais puisque les choses ne se font pas encore comme nous le voulons, nous sommes obligés de faire comme on peut. Et c'est ça. Cette réponse est intéressante. Nous sommes au Togo, ça se dit un peu partout. Mais jusqu'à quand doit-on continuer par dire nous sommes au Togo? C'est pour ça que nous nous battons, pour que les choses changent. Il y a très longtemps que nous sommes engagés à ce que les choses changent. Et parce que nous savons que les choses ne se font pas normalement. Et nous le disons, nous le crions sur tous les toits, qu'il faut faire les choses normalement. Et nous sommes prêts à faire les choses normalement. Mais que ferons-nous si ceux qui ont la manette du pouvoir ne veulent pas lâcher? C'est notre combat de tous les jours. Non, finalement, vous les accompagnez. Nous ne sommes pas des accompagnateurs, je suis désolé. Nous n'accompagnons pas du tout ce qui se passe. Mais nous sommes en train de défendre les intérêts du peuple togolais. Parce que si tout le monde abandonnait, qui va finalement défendre l'intérêt? Si tout le monde abandonnait, la C14 a abandonné. Mais vous voulez que nous aussi nous abandonnions? Nous n'allons pas abandonner parce qu'il y a le peuple quand même pour qui il faut préserver les intérêts. Nous sommes en train de préserver les intérêts du peuple togolais. Nous n'abandonnerons pas. Je ne sais pas si ce n'est pas contradictoire, puisque ce peuple que vous défendez... Ça peut être perçu comme ça. Ce peuple que vous défendez, vous aviez dit tantôt que c'est un peuple en partie qui rejette le processus en cours. Donc finalement, vous êtes forcé quelque part à défendre ce peuple-là. Vous savez, quand les situations pareilles arrivent, il n'y a que des esprits un peu plus illuminés qui comprennent les choses. Et même dans la Bible, il est dit quelque part qu'il arrive les moments où tout le monde, la grande majorité ne comprend plus ce qui se passe. Et le passage que j'ai indiqué à lire tout à l'heure le dit si bien que beaucoup de gens ne comprendront plus rien du tout. Mais Dieu a choisi une certaine minorité. Dieu a choisi des hommes pour comprendre mieux. Et c'est pour ça que je dis que la grande majorité ne nous comprennent pas aujourd'hui, mais demain ils nous comprendront. Parce que vous
vous considérez la situation comme ambiguë, c'est vrai, ça peut être perçu de cette manière-là, mais nous savons pourquoi nous sommes engagés dans cette bataille, vaille que vaille, malgré les imperfections, malgré les critiques, malgré les rejets des uns et des autres, et malgré tout ce qui peut se dire. Et nous savons pourquoi nous sommes engagés. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, vous le savez. Mais est-ce que vous êtes convaincu que vous arrivez à convaincre les populations togolaises? Je crois. Les gens que nous arrivons à rencontrer depuis quelque temps, nous sommes en train de communiquer abondamment sur le processus, sur notre raison de participer à ce processus-là. Je crois que les gens commencent par nous comprendre et à nous donner raison. Nous allons nous intéresser un peu aux propositions qui sont les vôtres, puisque vous êtes décidé à convaincre les électeurs à choisir votre liste MPDD. Et en gros, que proposez-vous? Oui, je disais tantôt que les problèmes de réforme politique, nous voulons nous engager, nous aussi, à travailler pour que ces réformes soient faites. Nous voudrions également travailler à ce que le problème de confiance, qui est celui du Togo, les acteurs politiques ne se font pas confiance, les Togolais, dans une certaine mesure, ne se font plus confiance. Ça fait, je crois, environ 10 ans que j'avais rencontré le chef de l'État, je lui ai dit que les Togolais ne se font pas confiance et il en est responsable pour quelque part. Et donc, il doit travailler à ce que la confiance renaisse entre les Togolais. Je lui ai dit de faire ce travail-là, mais jusqu'à présent, on constate que rien n'est fait et la confiance se dégrade jour le jour. Donc, il y a ce travail qu'il faut faire pour que les acteurs politiques redeviennent confiants les uns envers les autres. On ne leur demande pas de regarder dans la même direction, non, c'est pas ça. Mais il faut quand même que, quand nous posons les actes politiques, il faudrait que ce soit dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. Donc, nous voulons faire ce travail. Mais sur le plan social, nous avons deux programmes. Deux programmes tout d'abord, en ce qui concerne l'enseignement, faire des lois et faire en sorte que des budgets qui seront votés puissent permettre à ce que des établissements soient créés en abondance pour éviter ces doubles flux que nous constatons à certains niveaux. Il faut éviter ça aux enseignants, il faut éviter ça au corps administratif, il faut éviter ça aux élèves eux-mêmes parce que finalement, ça ne donne pas une bonne condition d'études pour les étudiants, pour les élèves. Et donc, il faut régler ce problème. Il faut régler le problème de... avant, moi, je me rappelle que quand j'étais en 6e, j'avais obtenu une bourse. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Alors qu'il y a des élèves qui sont très intelligents, qu'il faut promouvoir, qu'il faut aider. Les parents n'ont pas les moyens de pouvoir les aider. Il faut pouvoir trouver une solution à ça. Pourquoi on le faisait dans le temps, on ne peut pas le faire aujourd'hui. On va dire qu'on est plus nombreux, etc. On est plus nombreux, mais normalement, l'État devrait devrait faire un planning pour que, au fur et à mesure que les populations augmentent, on trouve des ressources conséquentes pour pouvoir s'occuper de ça. Mais ça ne se fait pas. Il appartient aux hommes qui feront la loi, qui feront des lois, de pouvoir trouver les moyens pour mettre à la disposition du gouvernement pour le faire. Donc, nous voulons travailler sur ce plan-là. Sur le plan de la santé, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se faire soigner aujourd'hui, alors qu'on peut trouver un programme simple d'une assurance universelle pour tous pour pouvoir régler ce problème. C'est pas trop compliqué à faire. Ça se fait dans tous les pays à côté. Et donc, sur ce plan de la couverture sociale en matière de santé, nous voulons faire une loi qui protège les citoyens et qui les mette à l'abri de manque de moyens pour se faire soigner. Nous voulons également travailler pour que les loyers, il faut encadrer les loyers. Parce qu'au Togo, aujourd'hui, il y a un peu de désordre. Il faut trouver une loi, il faut proposer une loi qui puisse régler le problème des loyers, des cautions, etc. Et le problème de la protection des citoyens, quand ils ont de petits problèmes avec la loi, quand on arrête quelqu'un aujourd'hui, il est au commissariat ou à la gendarmerie, malgré le fait qu'on n'ait pas encore jugé la personne, on la maltraite, on lui dit du n'importe quoi. Ce traitement n'est pas digne, n'est pas digne des citoyens. Il faut trouver une loi pour protéger les citoyens. Il faut protéger les femmes partout où elles sont. Il faut protéger les jeunes femmes, surtout les jeunes femmes mères qui sont parfois abandonnées. Il faut trouver une loi pour les protéger.
Et il faut également protéger la jeunesse, qui est aujourd'hui abandonnée, il n'y a pas d'emploi, les gens sont... ça donne à la drogue, à l'alcool, aux stupéfiants. Et tous ces problèmes-là, ça ne nous honore pas. Il faut trouver des lois pour pouvoir protéger la jeunesse. Il faut également protéger l'environnement, parce que c'est du désordre aujourd'hui que nous constatons. Il faut trouver des lois pour protéger l'environnement. Et puis, je vais terminer. La jeunesse, il faut trouver un moyen de l'occuper, de le faire travailler. Et donc, nous disons qu'à la sortie des écoles de formation ou des centres de formation, il faut trouver un mécanisme, une loi qui trouve un mécanisme de donner un premier emploi aux gens. Et pour booster l'économie, on peut également arriver à faire en sorte que nous développons l'économie nocturne. Ça consiste à quoi? Au lieu que nous travaillons de 7h à 17h30, bon, on peut faire en sorte qu'il y ait 3 shifts. Les gens qui travaillent de 6h à 14h, une autre équipe travaille de 14h à 22h et une autre équipe de 22h à 6h du matin. Et beaucoup d'entreprises peuvent adopter ça si la demande existe. Parce que la demande peut exister quelque part. Je prends l'exemple de la brasserie du Bénin. La brasserie est créée depuis 1964, où il y avait moins de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes près de 7 millions. Donc, je me demande comment la seule brasserie peut encore commencer à nourrir ou bien à offrir des produits de boissons à 7 millions, alors que, donc, il y a de la rentabilité à ce niveau-là. On peut multiplier les entreprises. Donc, il faut laisser la concurrence se faire et les prix vont diminuer et l'emploi va se créer. Donc, nous pensons à la jeunesse. Il faut faire des lois qui puissent protéger les citoyens sur ce plan-là. Voilà un peu, en grosso modo, ce que nous envisageons. Je vous ai laissé 5 minutes pour présenter le programme de votre parti politique, le MPDD. Dans 5 minutes, il y a une tradition au D12, c'est que les auditeurs vont devoir vous poser des questions. Mais j'ai quand même retenu quelques points de votre présentation, notamment en ce qui concerne la question de la réconciliation nationale. Il faut dire qu'à son arrivée au pouvoir, le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, a fait de la question de la réconciliation nationale une question centrale. Mais aujourd'hui, force est de constater que le pays paraît plus divisé qu'avant. Vous savez, c'est dommage que le chef d'État, Jean-Yves Dema, avait toujours parlé de réconciliation dans ses discours. On ne l'a jamais vécu, cette réconciliation. Le président Faure est arrivé, il a commencé par en parler. Bon, je ne dirais pas son premier discours. Il a fait un discours à Tapamé, un discours mémorable, en disant que plus jamais ça au Togo. Je pensais qu'il allait s'engager dans un chantier de réconciliation. Oui, il a mis en place la CVJR, qui a fait un travail formidable avec Monseigneur Bariga. Malheureusement, les conclusions des rapports de ce travail-là sont mis quelque part. Et jusqu'à présent, rien n'est fait pour pouvoir engager ce chantier de réconciliation. Donc, la réconciliation, ce ne sont pas des mots, c'est des actes qu'il faut poser. Malheureusement, nous ne voyons pas le pouvoir en train de poser. Alors, tout ce que nous constatons, on a l'impression que tout se fait pour conserver le pouvoir. Alors, pourquoi on va vouloir conserver le pouvoir chaque fois? Et ça, cet esprit-là ne peut jamais amener la réconciliation. Si on veut à tout prix conserver le pouvoir dans ce pays, je ne crois pas que ce sera la meilleure manière d'amener la réconciliation. Parce que la réconciliation, il faudrait que tout le monde se retrouve dans ce qui se fait. Mais quand les gens constatent que certains veulent avoir tout, les autres n'auront rien, comment on peut se réconcilier? Donc, ce chantier... Pour vous, c'est un échec, ce chantier de la réconciliation. Oui, c'est évident que c'est un échec. C'est évident. L'autre question également porte sur les réformes politiques, puisque justement, les réformes politiques, les Togolais l'ont découvert il y a un peu plus de 12 ou 13 ans maintenant avec l'accord politique global. Mais visiblement, c'est une question qui est difficile à résoudre. Est-ce que vous comprenez pourquoi toute cette difficulté? Je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. C'est pour ça que je crois que c'est un problème politique grave qu'il faut régler. Et vu toutes les tentatives qui ont échoué, il vaut mieux tenter autre chose. C'est pour ça que nous autres, nous nous engageons, quand nous serons à l'Assemblée nationale, de tenter autre chose. Qu'est-ce que vous allez tenter? Oui, mais il faut comprendre pourquoi les gens veulent conserver le pouvoir. Pourquoi les gens veulent conserver le pouvoir? Première chose. Mais est-ce que ce n'est pas naturel aussi? Non, ça ne doit pas être naturel. Nous sommes dans une république. Deuxième chose, pourquoi on veut instrumentaliser l'armée? Vous savez, l'armée togolaise, bon, il y a des gens responsables parmi eux. Il y a des gens très compétents parmi eux. Il y a des gens qui veulent aussi que les choses évoluent. Parce que quand tu vois des fois la même manière de travailler,
bon, vous voyez que ce sont des citoyens responsables qui veulent que les choses évoluent. Mais malheureusement, il suffit qu'un problème politique arrive, tout de suite, on les instrumentalise et puis on les monte contre la population. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les militaires, les gendarmes ou les policiers rentrent dans les populations pour faire du mal. Il y a certains qui sont des zélés, il faut reconnaître ça aussi, mais il y en a beaucoup parmi eux qui veulent voir les choses évoluer parce que ça ne les arrange pas, eux aussi, cette situation. Ça ne les arrange pas. Donc le fait de monter l'armée contre les populations, ce n'est pas une très bonne chose. Et nous félicitons les forces armées togolaises, la gendarmerie, la police des fois, qui, malgré la pression que nous savons qu'ils reçoivent, ils font des efforts pour ne pas commettre pire que ce qui se fait, même si nous reconnaissons que des fois, il y a de l'exagération à certains niveaux. Il faut reconnaître ça. Mais en fait, quand vous parlez de pire, par exemple, quand on prend Sokodé, quand on prend Bafilo, est-ce qu'il peut y avoir pire que ça? Aujourd'hui, quand on prend le cas de Sokodé et de Bafilo, il y a des abus, de véritables abus à ce niveau. Et c'est condamnable, c'est inacceptable, c'est inadmissible ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il peut y avoir pire que ça? Je dirais que des gens sont montés contre les populations pour des raisons que j'évoque tout à l'heure, la conservation du pouvoir. Alors il faut que nous arrivions à chercher à comprendre pourquoi. Et parce que l'armée, quand on a une armée, leur principe c'est, qu'on appelle-t-on, exécution avant réclamation. Et donc ce principe-là, je crois que ça devrait évoluer, mais malheureusement nous constatons que au Togo ici, la formation, puis la sensibilisation, ne suit pas toujours les actes que posent nos militaires malheureusement, mais je sais qu'il y a une grande majorité parmi eux qui cherchent à ce que les choses évoluent aussi. Parce que les problèmes sociaux que nous évoquons, ils les vivent autant que nous. Ils les vivent autant que nous et ils souffrent aussi. Leurs femmes souffrent, leurs enfants souffrent. Et donc, si les choses changent, ce serait aussi à leur avantage. Donc, s'il y a une petite minorité qui est manipulée, il y a des gens qui sont traités autrement pour donner des ordres qui ne vont pas dans l'avantage du pays. Ce n'est pas toute la majorité qu'il faut condamner. Vous nous écoutez à Pyramide FM 105.5. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, Gérard Adja. Il est vice-président du MPDD, le parti engagé dans le processus électoral en cours. Nous allons permettre aux auditeurs de vous poser des questions. Gérard Adja, vous allez mettre votre casque. Nous allons rappeler également notre numéro, le seul qui marche. Ce dimanche, c'est 96 50 34 37. Nous avons également quelques questions qui sont laissées sur notre page Facebook. D'ailleurs, je vais citer une première question sur cette page. C'est la question de Donald Sossou du APT au collectif Sauvons le Togo, au but et MPDD. Qu'est-ce que Aguillaume peut encore prouver aux Togolais? C'est en fait ça sa question. Et puis il enchaîne, cette participation du parti de Aguillaume Kodjo n'est-elle pas une vengeance vis-à-vis de ses collègues du collectif Sauvons le Togo? Non, pas du tout. Aguillaume Kodjo peut encore apporter beaucoup au peuple togolais parce que c'est un homme d'expérience. L'expérience politique, il en a. L'expérience en matière de la gouvernance, il en a. Et donc, nous qui sommes à ses côtés, nous sommes en train d'apprendre aussi beaucoup de choses à côté de lui. Donc, rassurez-vous, M. Aguillaume Kodjo peut apporter beaucoup de choses encore au peuple togolais. Surtout que le gars est engagé aux côtés du peuple. Il veut faire ce que le peuple cherche, c'est-à-dire donner le bien-être, permettre à ce que tout le monde vive bien et que tout le monde partage les richesses du pays. Un premier auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. On vous appelle comment? C'est Kodjo qui vous appelle depuis Agoué. Kodjo, vous nous appelez depuis Agoué? Oui. Bonjour, monsieur l'invité. Oui, en fait, il a quelques soucis avec son casque. Vous changez de casque, s'il vous plaît. Allez-y, maintenant, je vous écoute. Je peux lui rappeler, ou bien lui... Oui, ça va. Gérard, ça va, c'est bon? Ok, allez-y. Oui, c'est bon, vous pouvez aller. Votre question. Alors, merci. Je voudrais donc poser une question à notre invité. Si aujourd'hui, ces partis qui se disent en crise et qui veulent aller aux élections sans leur report, n'est-ce pas eux qui sont à la base des violences et tout ce que
ces soldats-là posent comme acte sur les citoyens togolais. En seconde position, il y avait entre-temps une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux lors de la conférence nationale souveraine, dans laquelle on a vu M. Agbeome pleurer. Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu l'historique de cette vidéo? Et je finis avec ce conseil. Il faudrait que ces vieux politiciens qui sont là pour chercher leurs intérêts comprennent que la jeunesse les connaisse aujourd'hui. Et tôt ou tard, ils payeront. Merci, bonne nuit. Mais c'est la question, ce sont les préoccupations de l'auditeur. Nous allons permettre à Gérard Adia de Non, donner vous savez, moi, je ne voudrais plus me mettre sur ce terrain. Je ne vois pas l'intérêt des questions que pose cet auditeur-là, parce que aujourd'hui, je voudrais que les débats puissent être placés à un niveau plus élevé. Si Agbeome Kodjo a pleuré à la conférence nationale, bon, il sait pourquoi il a pleuré. Peut-être que les émotions à ce moment-là pouvaient expliquer ces pleurs-là. Tout ce qu'il dit là, ce sont des invectives qui n'ont aucune base sérieuse. Je ne sais pas pourquoi on va se rabaisser à ce niveau pour répondre à ces interrogations-là. Moi, je voudrais que les gens qui doivent prendre la parole, malheureusement au Togo, ce ne sont pas eux qui prennent la parole. Je voudrais notre pays a de problèmes sérieux. Si on veut régler, il faudrait que ceux qui veulent prendre la parole élèvent un peu le niveau du débat. On ne va pas répéter les mêmes choses plusieurs fois. C'est ça aussi qui nous retarde, de dire que les gens vont payer. Ils vont payer par quoi? Ils ont fait quoi? Ils sont à l'origine de quoi? Donc, je ne veux pas me rabaisser à ce niveau-là. Je considère que chacun a sa responsabilité. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais nous savons ce que nous faisons et nous prenons nos responsabilités parce que notre participation à cette élection-là, c'est pour sauvegarder l'essentiel pour le peuple togolais. Bien, merci. Deuxième auditeur, notre invité, Gérard Adia, voudrait que vous élevez le niveau du débat. En fait, je voudrais également inviter les auditeurs en tenir compte. Allô? Allô, Pierrot. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Vous appelez comment? Oui, c'est Yoshua. Mais Yoshua, allez-y. Oui, depuis Angola. Pierrot, ce matin, bon, je ne sais pas la note que je vais vous donner, mais vous avez presque posé beaucoup de questions qui sont aussi dans ma tête aussi à votre invité. Mais, monsieur Pierrot, pardon, j'aimerais dire à monsieur Adia que j'ai envie de pleurer ici dans ma maison. Je ne sais pas là où monsieur Adia fréquente comme église. Mais les hommes de Dieu sont en train de parler et imagine que moi je suis son pasteur et je lui dis de ne pas aller à cette élection. Est-ce que M. Adia ira à cette élection parce que lui veut aller? Maintenant, ma deuxième question, prenez la France avec toute sa population et prenons aussi le nombre de gilets jaunes qui ont manifesté. Mais malgré ça, Macron a fait des concessions. Imaginez ici la pression togolaise avec le nombre de Togolais qui est sur la route en train de manifester. À cause de quoi? D'une élection transparente. Et M. Adia, pour la troisième fois aussi, je vous fais savoir que moi qui vous parle ce matin, je n'ai pas eu ma carte parce que le dernier jour, ce dimanche comme ça, le dernier jour, on me fait savoir que les papiers pour à remplir sont finis. Nous sommes dans quel pays? Et qui va voter pour vous dans ces conditions? Yoshua, j'ai compris votre envie de pleurer, mais ne pleurez pas, ne pleurez surtout pas. Nous allons donner la possibilité à notre invité. Oui, je comprends aussi Yoshua et je comprends ses émotions. Mais nous ne devons pas oublier qu'en 2005, les pasteurs de l'Église catholique, les prêtres à la tête de laquelle se trouve Monseigneur Podro à l'époque, avaient marché dans ce pays pour aller voir le président par intérimaire, M. Abbas Bonfo, pour lui demander de faire éviter une crise grave au pays pour les élections de 2005. On demandait que les élections soient reportées. Malgré cette pression, les élections ont eu lieu. Et les conséquences, nous continuons pas à les gérer jusqu'à présent. Mais bon, à cette époque-là, heureusement ou malheureusement, l'opposition n'avait pas boycotté. Mais ce qui était advenu après, nous tous nous le savons. Donc les églises ont toujours fait la pression, mais le gouvernement aussi a toujours fait la sourde oreille. Donc aujourd'hui, je sais
je fais partie d'une église. Moi, je suis un chrétien catholique. Je sais que la conférence des églises du Togo a demandé que les élections soient reportées. Je suis pour le report des élections. C'est aujourd'hui, si on me dit que les élections seront reportées, je dis bon, tant mieux, ça marche. Mais si on ne le dit pas, si on ne le dit pas, on va abandonner, on va abdiquer pour autant. Je dis non. Pourquoi? Parce que moi aussi, je souhaite que les élections soient reportées. Mais malgré la pression, malgré toutes les actions que les gens font, et ceux qui doivent reporter les élections, mais ceux qui doivent accepter le report, continuent de faire avancer le processus. Ah, vous comprenez. Et donc, ils ont une intention. En clair, c'est que vous irez aux élections dans n'importe quelle condition. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, en clair, c'est ce que vous voulez dire. Bon, pas de n'importe quelle condition. Je l'avais déjà dit la dernière fois que nous ne marcherions quand même pas sur des cadavres pour aller aux élections. Donc, nous ne souhaitons pas que ce soit en guerre ou bien dans une situation de guerre que nous portions à aller à ces élections-là. Mais je dis que lorsque il y a un danger pour le boycott, nous sommes prêts à faire ce sale boulot. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La deuxième partie de la question de l'auditeur, il fait référence aux gilets jaunes et aux concessions faites par le président français Emmanuel Macron. Oui, mais c'est ce que nous recherchons au Togo. Que lorsqu'il y a une crise, lorsque les populations manifestent, qu'on les écoute et qu'on prenne en compte leurs préoccupations. Mais depuis plusieurs années, nous avons fait plusieurs manifestations, mais le pouvoir ne semble pas tenir compte de ce que disent les populations. Et c'est ça le but de notre bataille. Aujourd'hui, Pierrot, vous savez que depuis le 19 août 2017, il y a un grand mouvement. Les gens sont sortis nombreux dans la rue. Un peu partout dans le monde, les Togolais manifestent. Mais comment pouvez-vous comprendre que malgré tous ces mouvements, on en revient à la case départ? Vous pouvez comprendre ça? Donc, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette crise-là, moi, je reste confiant que Dieu va nous sauver. Mais on dit souvent que les hommes politiques ne doivent pas inviter Dieu dans leurs analyses. Mais lorsque nous nous sentons démunis, lorsque nous nous sentons faibles devant les situations pour lesquelles on ne peut pas trouver une solution adéquate, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous sommes en train de nous engager pour éviter le pire. C'est pour éviter le pire que notre engagement est d'actualité. Nous allons prendre notre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est Pélé du WhatsApp. Oui, Pélé, vous êtes en direct. Votre question? Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, monsieur Pélé. Oui. En temps, je vous ai entendu à la radio, la manière dont vous parlez, consciemment, c'est compliqué, vous n'avez pas la confiance que vous allez à une élection qui va amener le Togo à aller au bon port. À vous entendre parler, c'est que vous-même, vous avez le regret que la CEDEAO n'a pas reporté ces élections. C'était ça. Mais la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous pouvez avoir une majorité pour contraindre le RCC à ne plus nous gêner dans ce pays? Parce qu'aujourd'hui, le peuple est mort. Vous-même, vous le savez. Oui, je le sais. Quand vous rentrez, quand vous sortez dans le pays, le Togo est mort. Oui. Le Togo ne bouge plus. Qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui disent que vous êtes responsable à cette mort que nous enregistrons aujourd'hui? Merci. Tout d'abord, je ne suis responsable de rien du tout. Et je n'accepterai aucune responsabilité, ni aujourd'hui, ni demain, parce que je ne suis impliqué ni de loin, ni de près à ce qui se passe sur le terrain où les gens sont tués, etc. Je suis désolé qu'on en arrive là, que les gens meurent à cause des élections. J'ai déjà regretté ça, j'ai déjà condamné ça. Et donc, je ne me sens pas comptable de tout cela, tout d'abord. Et notre parti non plus. J'ai parcouru le Togo ces derniers temps. Je suis allé jusqu'au nord, donc à Dapaon, à Mango, à Bafilo, à Sokodé, etc. Je sais ce qui se passe au Togo actuellement. Et ça, c'est très désolant de constater ces situations. Mais je dis, beaucoup d'amis
beaucoup d'amis, beaucoup de frères de la C14 m'ont contacté aussi pour dire mais sortez de ce processus parce que finalement vous risquez d'être la bête qui porte le sacrifice de ce qui va arriver. Je dis non. Et répondez-moi à ces questions tout d'abord. Et si vous arrivez à me répondre, ça va nous aider à discerner autrement. Je pose la question aux gens de savoir, bon, est-ce que vous êtes sûr que notre retrait de ce processus-là va arrêter le processus? Personne n'a su me répondre jusqu'à ce jour. Deuxième question, est-ce que vous comprenez le silence de la CEDEAO? Pourquoi la CEDEAO se tait? Pourquoi la communauté internationale se tait sur cette situation? Personne n'a su me répondre. La seule personne qui a essayé dit, nous ne savons pas ce que la C14 a posé comme acte pour que la CEDEAO nous prenne quel est le terme qu'il a utilisé, nous traite de cette façon. Nous ne savons pas quel acte la C14 a posé. Donc, je me dis que le silence de la C14 doit être dû à quelque chose. Alors, le silence de la communauté internationale, vous voulez dire? Oui. Ou bien de la CEDEAO? Non, de la CEDEAO. C'est ce que je voudrais dire. Excusez-moi. Et puis, une troisième question que j'essaie de poser à mes amis. Et que feriez-vous si notre parti se retire du processus et que, malgré ça, le processus continue et qu'au soir du 20 décembre, on va aux élections et une nouvelle assemblée est élue et que, au lieu que nous y soyons avec un certain nombre de députés pour constituer au moins une partie de l'opposition qui défendent encore la maison, aucun député de l'opposition ne s'y trouve et que unir le boulevard soit laissé à unir seul pour faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous diriez? Personne n'a su me répondre jusqu'à ce jour. Donc, je me dis que quand les gens ont abandonné le combat, il faut d'autres personnes pour quand même sauvegarder la maison. Et donc, nous autres, est-ce qu'on peut avoir la majorité? Bon, nous n'avons pas un crédit qui nous suffit d'avoir un crédit de nombre de députés qui nous permet d'avoir la majorité. Mais nous estimons qu'il y a d'autres partis qui sont engagés dans la course et qui, si la population, et c'est là où j'interpelle la population, si la population sort massivement pour aller voter et nous donne à ces partis-là la majorité, nous saurons faire comment pour préserver les intérêts du peuple. Est-ce que vous avez le sentiment que la population va sortir massivement, puisque vous aviez dit au début de cette émission que ce processus est rejeté par la population? Oui, vous savez, tout est possible. Vous savez, le cœur des hommes, c'est Dieu seul qui le contrôle. C'est Dieu seul qui contrôle le cœur des hommes. Et donc, la dernière fois, la C14 avait demandé aux populations de boycotter le recensement. Les gens sont sortis quand même pour se faire recenser. La deuxième fois, c'était encore le cas. Les gens sont encore sortis. Et puis, troisième exemple, la dernière fois, la C14 avait lancé un mot d'ordre de Togo mort. Mais les gens sont quand même allés travailler. Ça veut dire que les gens sont fatigués de ce mot d'ordre aussi. Et ça veut dire que, quelque part, les gens peuvent aussi sortir pour aller voter. Nous disons que les populations peuvent comprendre de mieux en mieux que le boycott, ça ne sert à rien. Le mot d'ordre de Togo mort, ça ne sert à rien. Et donc, il faut donner la chance à d'autres personnes de travailler dans leur intérêt. Pourquoi pas? Nous venons de passer 1 heure de temps avec notre invité du jour, le vice-président du parti politique MPDD, candidat, tête de liste. Allô, mais les auditeurs sont au téléphone. Le 4e, allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Diallo. Oui, on vous appelle comment? Taoufik. Taoufik, vous êtes en direct. Je note votre question. Le temps pour notre invité de se mettre dans les... Oui, allez-y. Oui, allez-y. Monsieur Gérard, je vous ai suivi virgule par virgule et point par point depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. Hein? Oui, en fait. Gérard, Oui. Oui, je vous écoute. bon, tous les arguments que vous avez donnés, vos analyses, moi je ne suis pas convaincu. Hein. Vous avez cherché simplement tous les moyens pour dire qu'il ne faut pas qu'on laisse le régime et seul aller à cette élection. Cet argument-là ne tient pas. L'enfant qu'on a tué, excusez-moi, je ne le souhaite pas. Hein. Si c'était votre fils qui est tombé, est-ce que vous allez maintenir votre candidature? Maintenant, vous parlez de la CEDEAO, que vous attendez la CEDEAO pour le faire et reporter quoi bien les élections. Et la CEDEAO, la feuille de route
est-ce que la CENI, recommandée par la CENI de la CEDEAO, est-ce que c'est ce qui est là? Est-ce que vous voulez aller à cette élection? Théophile, concrètement, qu'est-ce que vous exigez de Gérard Voilà. Adia? Ce que moi je veux dire à M. Gérard Adia, moi, à ma connaissance, M. Perrault, vous êtes journaliste. La CEDEAO a demandé une CENI paritaire et inclusive. Ce n'est pas fait. On a demandé la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas fait. Les mesures d'apaisement, les gens sont en prison. Hein? Et vous voulez aller aux élections. Et vous faites savoir aussi que vous êtes parti de l'opposition. Mais finalement, Taoufik, je serai obligé de vous arrêter puisque je demande votre question. Vous ne l'avez pas. La question, pour finir maintenant, vous voulez aller aux élections. Les gens qui sont tombés, ce n'est pas les élections de finir. Hein. Je crois que finalement, vous n'avez pas de question, Taoufik, je suis désolé. Vous n'avez pas de question. On va voir si derrière Taoufik, il y a quelqu'un qui a eu une question. Puisque la question, ou bien les préoccupations de Taoufik, c'est pourquoi est-ce que vous êtes resté dans le processus? Vous l'avez expliqué plusieurs fois. Vous l'avez expliqué plusieurs fois déjà, donc on va permettre à un autre auditeur d'intervenir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous appelez comment? C'est John. John, votre préoccupation? Oui, je laisse saluer premièrement l'invité. Oui, bonjour. Bonjour. Je me dis que l'exercice que vous êtes en train d'effectuer est vraiment difficile. Je le sais. Parce que face à la contradiction même qui règne au niveau des partis politiques vis-à-vis de cette élection, je pense que la meilleure position, c'est de faire tout pour que les choses soient refaites afin que le pays soit sauvegardé. Bon, vous avez dit que vous ne serez pas responsable de quoi que ce soit aujourd'hui, même après. Et c'est vrai, mais implicitement, nous considérons que tous ceux qui sont dans le processus actuellement seront considérés comme responsables selon l'analyse du simple citoyen. Donc c'est pourquoi, en tant qu'un frère, je vous inviterai de revoir votre position parce qu'il n'est pas encore trop tard. Merci et bonne réflexion. Bien, merci John pour votre intervention. Réaction? Non, je comprends la position de John, mais tout ce qu'il a dit, je crois que ça fait partie du langage de la rue, de tout le monde. Je comprends l'émotion, les sentiments qui animent tout le monde, mais j'ai dit tout à l'heure que il arrive un moment où dans un pays, dans une crise qui secoue les peuples, il n'y ait que quelques minorités qui comprennent véritablement ce qui se passe. Et moi, je sais que nous sommes dans un processus controversé, nous sommes dans un processus rejeté, mais nous sommes sur la bonne voie. Je continue par y croire parce que je connais les révélations que Dieu nous donne, je connais tout ce qui constitue être un homme de foi. Moi, je suis un homme de foi, je crois en Dieu. Et je sais que les choses sont confuses de cette manière-là, mais la solution vient. Je continue pas à croire à la solution. Il y a une question de Irénée Bouéville laissée sur notre page Facebook. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez positionné autant de candidats pour avoir la majorité ou du moins savoir la minorité de blocage? Oui, je l'avais déjà dit que nous n'avons pas assez de crédit pour avoir assez de crédit de députés. Quand je dis crédit de députés, ça veut dire le nombre de députés qu'on peut, pour lequel on peut être élu. Nous avons positionné 78 candidats dans 12 circonscriptions et donc ça fait 39 députés que nous pouvons avoir au total. 39 ne suffit pas pour avoir la majorité. Mais pour avoir une minorité de blocage, oui, nous sommes suffisamment investis pour en avoir. Au téléphone, allô? Après John. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? Moi, c'est Adodo. Monsieur? Adodo. Oui, à Dodo, vous êtes en direct, allez-y. Oui, je voulais, moi particulièrement, la question que l'invité n'arrive pas à trouver de réponse, si vous permettez de me donner mon avis sur cette question. Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bon, l'invité dit qu'il n'a pas trouvé de réponse à quelques questions qu'il pose à ceux qui leur demandent d'abandonner le processus.
et qui n'a pas trouvé de réponse. Oui. Je demande si vous pouvez me permettre de donner mon avis sur cette question-là. Oui, pourquoi pas. Bon, la première question, il dit qu'ils ne vont pas. L'impact que ça donnerait. Non, je n'ai pas dit ça. Non. C'est-à-dire que Si on se retirait, est-ce qu'on est sûr que le processus allait s'arrêter? Voilà la première question. Est-ce que vous êtes sûr que quand notre parti va se retirer, le processus va s'arrêter? Voilà la première question. Répondez-moi. Adodo, est-ce qu'il est là? Allô? Est-ce qu'on l'a perdu, Adodo? Je crois qu'on l'a perdu. Adodo. Je voudrais préciser un certain nombre de choses. Allez-y. Oui, quand vous regardez la politique, ce n'est pas seulement en voyant les choses dans l'immédiat ou pour demain. C'est-à-dire les courtes vues. Il faut voir les choses très loin. Je crois que les réformes là, Agboume Kodo l'avait vu de très loin. Et il avait envisagé des actions pour qu'on y arrive. Malheureusement, plus de 20 ans après, on en est encore là. Je voudrais dire tout simplement par là. Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à sa lettre Il est temps d'espérer qu'il avait écrit en 2002, lorsqu'il quittait le pouvoir. C'était pour engager des réformes au sein de leur parti et ensuite au sein du pays. Donc il avait vu très tôt. Ce que je veux dire aussi aujourd'hui, si vous regardez sur la liste du parti au pouvoir, je veux parler de la liste UNIR, vous verrez les têtes de liste qui sont un peu partout. Je voudrais que les gens fassent de bonnes analyses en regardant les têtes de liste. Et il y a aussi parmi les candidats de UNIR deux personnages non moins importants et qu'il faut analyser aussi sur le plan politique. Et ces élections de 2018, si les élections ont effectivement lieu le 18 août, représentent de grands enjeux pour notre pays. Est-ce que vous doutez? Je me dis que tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver parce que tout le monde essaie de mettre la pression pour que les élections soient reportées. J'ai vu les évêques aller voir le facilitateur. Je me dis qu'en principe, toutes ces pressions doivent donner un résultat. Moi, je ne regretterai pas aujourd'hui que les élections soient reportées. Je ne regretterai pas, puisque je souhaiterais que les choses soient faites de manière plus inclusive. Mais si ce n'est pas le cas, je dis, je jouerai à la défense. Je jouerai la défense définitive parce que il ne faudrait pas laisser le poteau vide pour qu'on nous marque des buts et qu'on n'en sorte plus jamais. Et ça, c'est ça mon rôle. Et c'est ça le rôle de notre parti. Est-ce que vous savez qu'au niveau du pouvoir, certaines sous-estimes ou certaines ambitions affichées, c'est d'avoir les 4/5e de l'Assemblée? Oui, j'ai entendu dire ça, mais et ça aussi, c'est la responsabilité de la population. Vous savez, en 2015, plus d'1,5 million Togolais qui devraient aller voter, c'est-à-dire électeurs, étaient restés à la maison. Et le président Faure Gnassingbé avait été élu si on peut l'appeler, si on peut le dire ainsi, avec 1,2 million ou 1,3 million voix. Et 1,5 million Togolais électeurs étaient restés à la maison. On avait crédité Jean-Pierre Fabre d'environ 600 000 ou 800 000, je ne sais plus exactement. À supposer que ceux qui étaient restés à la maison, c'est parce qu'ils rejetaient le processus en 2015. Ils ne voulaient pas parce qu'on avait dit pas de réforme, pas d'élection. Sans réforme, pas d'élection. Et donc les gens se sont fâchés et sont restés à la maison. Imaginez 1,5 million Togolais électeurs qui se seraient rendus aux urnes pour aller voter pour Jean-Pierre Fabre. C'est vrai, même si on devrait voler les élections, l'ampleur des choses font des fois qu'on a peur. Vous comprenez? L'ampleur du vote peut faire des fois que ceux qui veulent traficoter les résultats, ces résultats-là, de la manière dont ça se présente, si on veut traficoter, ça va créer des problèmes graves. Alors, ne faisons pas. Donc, c'est aussi leur responsabilité. Donc, appeler encore les gens à boycotter des élections dans ces conditions, je dis, c'est une erreur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est M. Kofi Yema. Kofi Imar. Ouais, Yema. Yema, allez-y. Ouais. Oui, bonjour, M. Pierrot. Oui, bonjour. Bonjour aussi, l'invité. Bonjour. Bon, on dirait qu'au Togo, il y a beaucoup de tueurs, c'est pas le gouvernement seul. On dirait qu'au Togo, il y a beaucoup de tueurs, c'est pas le gouvernement seul.
par exemple, notre invité, les invités de l'Est, ceux qui accompagnent le gouvernement, ce sont nos tueurs. C'est eux qui font que les Togolais rateront, on les tue. C'est eux, on les connaît maintenant. Dans ce pays, on va aller à l'élection. Quelle élection? Non, mais en fait, finalement, cher ami Kofi. J'ai une question. Oui, si vous avez une question, s'il vous plaît, Kofi, vous avez une question et vous la posez très calmement à notre invité. Est-ce que c'est pas mieux? Merci. Ouais, parce que je dirais que à l'heure actuelle, est-ce qu'il peut y avoir une élection? Hein? Il faut dire l'invité, il n'a qu'à saisir qu'ils n'ont qu'à faire leur retenue, je sais comment dire, ils n'ont qu'à retenir. Non, mais en fait, j'ai compris, Kofi. Monsieur Théoubé, je voudrais que les gens se calment. Ce qui se passe au Togo nous interpelle tous. Mais cette manière de réagir aussi pose problème. Parce que ce n'est pas avec la haine, ce n'est pas avec les invectives, ce n'est pas avec cette façon de parler. Je comprends que les gens soient énervés, je comprends que les gens soient dans cette... peut avoir ces émotions. Mais ce n'est pas ces réactions-là qui vont régler le problème. Dire que les gens vont... Non. Je ne suis pas à ce niveau. Et je l'ai dit tantôt qu'il faudrait que ceux qui peuvent prendre la parole pour construire prennent la parole. Et malheureusement, ce ne sont pas eux qui prennent la parole. C'est ceux qui... Vous faites allusion aux auditeurs? Je fais allusion aux auditeurs. Je voudrais que ceux qui viennent exprimer leurs émotions sur les radios cessent de faire ça. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Nous sommes en train de traiter des problèmes sérieux, des problèmes de très haut niveau. Il faudrait que les gens viennent analyser des problèmes politiques de notre pays et non que les gens viennent déverser leurs émotions sur les radios. Est-ce que finalement, les émotions, les collés n'ont pas entaché presque tous les discours dans le pays? C'est ce que je constate. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça que ceux qui doivent prendre la parole ne le prennent pas. Quand je parle de ceux qui doivent prendre la parole, il y a des intellectuels dans ce pays qui, malheureusement, ne donnent pas la voix. Bon, je commence par voir à travers l'association de Père Afognon, il y a des gens qui élèvent la voix, qui font des analyses politiques de haut niveau. Le problème qui se pose, c'est aussi ces émotions que les gens expriment qui conditionnent les esprits. Et en conditionnant les esprits de cette manière-là, on ne se rend pas service. Vous comprenez? Nous ne nous rendons pas service en invectivant les gens comme ça, disant de n'importe quoi, n'importe quel... C'est pas normal. Vous comprenez? Je comprends que les gens soient vraiment émus devant certaines situations. Je le suis moi aussi. Mais ce n'est pas en réagissant de cette façon-là que nous réglons le problème togolais. C'est plus grave que ce qu'ils pensent. Le problème togolais, c'est plus grave. Et les gens disent tout ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Si ceux qui veulent organiser ces élections veulent vraiment l'organiser, ils l'organiseront. Personne ne leur dira rien. Mais là où il faut passer pour éviter ça, ce n'est pas de cette façon-là. Donc, je comprends les gens, mais malheureusement, personne d'entre nous n'a la solution. Nous sommes en train de chercher tous. Et ce n'est pas en exprimant ces venin qu'on arrive à régler les problèmes sérieux. Allô? Oui, allô, bonjour. Je crois que l'auditeur... Est-ce qu'on l'a... Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Monsieur Eric. Ouais. Oui, Eric, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, monsieur Gérard Alga. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Ok. Je vous ai suivi. J'ai pris le train un peu en retard. Mais je vous ai suivi un peu. Et vous avez tenté de nous expliquer pourquoi votre représentant est toujours à la CENI. Oui, j'ai tenté, oui. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Est-ce que vous-même, vous étiez à l'aise dans l'explication que vous donnez? Bon, à l'aise, c'est pas ça le plus important, mais moi j'ai dit ce que je pense, j'ai dit ce que nous considérons comme la réalité. Ce n'est pas sérieux, sincèrement. J'appelle à votre propre conscience chrétienne. Ce n'est pas sérieux. Ne prenez pas des... Vous auriez aimé que le travail ne soit pas fait? Ne prenez pas des Togolais, vos propres frères de sang comme des chiens. Ce n'est pas sérieux. Boycotter les élections.
c'est vous retirer de grandes charges qui vont peser sur vous demain, qui vont peser sur votre parti et individuellement sur vous-même et vos responsables politiques. C'est vous qui le dites, hein? C'est pas moi qui le dis. Non, c'est vous qui le dites. Un peu de détente. Ayez un peu de respect pour les auditeurs qui appelaient. Vous parlez des auditeurs qui auraient un débat de haut niveau pour prendre la parole. Ce qu'ils appellent aussi, c'est des Togolais. Je n'en dis combien pas. C'est des Togolais. Oui, mais en fait, oui, cher ami Eric. Oui, en même temps que vous appelez notre ami, notre invité à la retenue vis-à-vis des auditeurs, je pense aussi que nous ne pouvons pas permettre à cet instant de la vie politique de notre pays la diffusion d'un certain nombre de discours à travers les antennes, par exemple les insultes ou les attaques. Je suis d'accord. Monsieur Eric, vous savez ce qui garantit la paix dans un pays? Est-ce que vous le savez? C'est quoi? C'est la justice. Lorsque on bafoue les droits minimes des Togolais, des êtres humains, jusqu'à un certain niveau, eh bien, il faut comprendre que tous les ingrédients sont concoctés pour qu'il n'y ait pas de la paix. Et je pense que c'est nos politiciens même, le Parti uni, on sait dans quelle posture ils sont, mais les autres quand même, vous avez le bon sens. Bien, merci. J'ai compris votre colère ou du moins votre position par rapport à l'intervention de notre invité. Tout le monde rejette finalement le tort sur les acteurs politiques. À un moment donné, on estime que c'est eux finalement les responsables de ce qui arrive dans le pays, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Oui, on peut le dire ainsi, on peut l'estimer ainsi, que ce sont les acteurs politiques. Ils en sont responsables. Mais également, le peuple aussi doit prendre ses responsabilités. Parce que, quelque part, quand les gens qui réagissent comme ça ne comprennent pas le fond des problèmes, ne savent pas pourquoi les choses se font comme ça, est-ce que les gens peuvent m'expliquer pourquoi, depuis plusieurs années, nous sortons dans la rue, mais le problème ne se résolve pas? On peut m'expliquer? Les gens sont sortis cette année très nombreux. On a voulu faire de la révolution, mais la révolution ne marche pas. Quelle autre solution voudriez-vous qu'on adopte? La révolution ne marche pas parce qu'il y a des conditions qui doivent être réunies. Et les gens pensent que la révolution devrait être la solution. Bon, c'est peut-être une option, mais d'autres personnes peuvent avoir une autre option. Vous comprenez? Et donc, nous tous, nous cherchons. Et quand nous cherchons, il ne faudrait pas que certaines personnes croient que leur solution est la meilleure. Non, puisque jusqu'à présent, depuis plus de 20 ans, nous cherchons à régler le problème, on n'arrive pas à le régler. Et la révolution, on attend, je ne dirais pas qu'on a tenté. Les gens ont essayé plusieurs fois. Regardez ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Mais il n'y a pas de solution apparemment. Pourquoi on voudrait que les gens ne réfléchissent plus? Les gens doivent réfléchir eux aussi. Donc nous avons le droit de réfléchir aussi. Vous savez, moi quand les gens font ça, les gens disent tout ça là, les gens savent ce que moi j'ai vécu sur le plan politique. Non, mais en fait, ceux qui parlent là, est-ce qu'ils me connaissent? Non, mais en fait, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Là, ça c'est un autre débat, puisque presque tout le monde a vécu quelque chose dans le pays. Bon, mais quand on vous écoute, Gérard, il y a finalement dans l'impression, comme si on est en face d'une sorte de fatalisme en ce qui concerne le Togo. Bon, fatalisme, je ne crois pas, puisque je ne suis pas un fataliste. Je ne suis pas quelqu'un qui ne croit plus en rien. Je l'ai dit tout à l'heure que moi, je suis un homme de foi. Et je continue pas à croire que dans cette confusion, dans tout ce qui se passe là, le Seigneur est dedans. Et donc, je crois que la solution viendra. Et qu'est-ce qui dit que la solution ne viendrait pas par nous? Qu'est-ce qui le dit? Parce que le Seigneur a dit qu'il fait de grandes choses avec les choses insignifiantes. Donc, je continue pas à croire que ce qui se passe, le Seigneur a sa main dedans. Et moi, j'ai confiance. Il y a une forme de tension dans le pays, tout le monde le ressent. Et face à cette tension-là, comment faire baisser la température? Je crois qu'il appartient au chef de l'État de prendre la parole. Je crois qu'il appartient au gouvernement de mettre la balle à terre pour revenir en arrière et faire les choses autrement. Et je pense qu'il faut donner de l'espoir aux Togolais en changeant le mode de gouvernance. Parce que le mode de gouvernance, c'est ça qui nous a amenés ici. Si au moins les problèmes politiques ne se résolvent pas, au moins il faut que le problème de la gouvernance soit réglé. Si au moins les Togolais n'arrivent pas à s'entendre sur le plan politique, il faudrait que les gens trouvent au moins à manger. Il faut que les gens, quand ils vont à l'hôpital, qu'ils arrivent à se faire bien soigner, que les gens arrivent à bien manger. Mais si on n'arrive pas à bien manger,
si on n'arrive pas à se faire bien soigner, si on n'arrive pas à se faire bien éduquer, et malgré tout ça, il y a encore des problèmes politiques qui font qu'on est stressé tout le temps. On ne peut pas dormir tranquillement. Il y a des problèmes d'insécurité partout. Et l'environnement est sale autour de nous. Je crois que c'est très grave. Et donc, le gouvernement a la responsabilité de faire les choses autrement. Et nous souhaitons que le changement vienne. Parce que, bon, même si nous disons que l'alternance serait la solution, oui, je suis convaincu que l'alternance serait la solution. Mais d'ici 2020, il faudrait que des signes d'espoir soient donnés au peuple togolais. Et ça, je crois que le gouvernement et le chef de l'État ont une lourde responsabilité de le faire. Ce n'est pas à nous de le faire. Vous demandez tantôt au chef de l'État de prendre la parole. Ouais. Nous sommes à 4 jours. De mettre balle à terre. Nous sommes à 4 jours de la tenue de ce scrutin. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il faut qu'il dise aux Togolais qu'il les a compris. Et que il sait que ce processus n'a pas été mené de façon consensuelle et que les Togolais ne s'y retrouvent pas vraiment. Mais il y a certains quand même qui continuent par y croire et nous donner les raisons pour lesquelles ils continuent par s'entêter. Et dire quelque chose par rapport à son avenir politique. Parce que c'est ça aussi qui est notre problème. L'avenir politique de l'actuel chef d'État. Il faut qu'il nous dise quelque chose là-dessus. Parce qu'on ne sait pas combien d'années il veut encore rester au pouvoir. Il faut qu'il nous le dise. Et c'est très important. Peut-être pas avec précision, mais on veut voir clair dans son esprit. Parce que là, on ne voit rien de clair et c'est ça qui nous inquiète. Là, vous vous adressez au chef de l'État. Face à la tension, quelles doivent être les attitudes adoptées par les partis politiques? Bon, les partis politiques, je crois que les gens peuvent faire dire n'importe quoi, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nos amis de la C14 ont commis une erreur, ils ont commis une faute. Je crois que le dialogue qui a été mené, on aurait dû trouver une solution de sortie de crise parce que avec tout ce mouvement qui a eu lieu et ne pas à sortir avec quelque chose de probant, des choses palpables, des choses qui élèvent le pays, je crois que c'est une faute. Et il faut que chacun le reconnaisse. Comment est-ce que c'est une faute? Mais on ne peut pas avoir fait tout ça et revenir à zéro. C'est pas normal. Et c'est ce que vous appelez une faute? Mais bien sûr, c'est une erreur. On ne peut pas avoir fait tout ça et revenir à zéro. On ne peut pas monter la tension à ce niveau et revenir à zéro. C'est pas normal. Mais c'est à quel moment cette faute a été commise? Mais je crois que c'est le dialogue qui a été mal mené. Le dialogue, les problèmes étaient mal posés. Et ça, j'accuse aussi la CEDEAO qu'ils n'ont pas joué un rôle franc et sincère envers les Togolais. Le pouvoir, je crois que les gens doivent connaître ce pouvoir. Et quand on connaît ce pouvoir, il faut savoir comment discuter avec ce pouvoir. Mais ça n'a pas été le cas. Et ce qui se passe au Togo, ça nous fait mal à nous tous. Mais je crois que nous avions commis des erreurs. Il faut que chacun le reconnaisse. Maintenant, pour réparer, ce n'est pas, en s'attaquant aux gens qu'on va régler le problème. Non. Ce n'est pas s'attaquant aux gens. Donc, moi, je crois que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Et des gens qui ont commis des erreurs aussi doivent reconnaître leurs erreurs. La CEDEAO est intervenue dans cette crise depuis l'année dernière et elle essaie de la juguler à sa manière, sans doute. Mais une question que je pose fondamentalement à presque tous mes invités, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la CEDEAO aide vraiment, sincèrement et sérieusement le Togo à se sortir d'affaires? Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Parce qu'à un moment donné, on a quand même cru que la CEDEAO était sur la bonne voie, qu'il prenait de bonnes décisions et que, bon, avec elle, on trouverait une issue à cette crise-là. L'issue de la crise serait qu'on sorte de ces élections prochaines avec une nouvelle majorité et qu'on s'engage dans une sorte de transition, hein, et qui rassure tous les Togolais et qui fasse en sorte que le chef de l'État actuel aussi se sente capable de quitter le pouvoir. Se sente capable parce que jusqu'à présent, je crois qu'il y a une incapacité de la part du chef de l'État à vouloir quitter le pouvoir. Et donc, il fallait que le dialogue amène une certaine transition et que l'actuel chef de l'État accepte, hein, ou bien se rende capable de prévoir un autre avenir politique. Mais malheureusement, on est sorti du dialogue et voilà qu'on est revenu, je ne dis pas au point de départ, mais c'est comme si on a reculé même.
on semble reculer. Et donc... D'où cette question. Est-ce que les élections de jeudi vont constituer les solutions à la crise que traverse le pays? Humainement, c'est pas évident. Mais, divinement, c'est possible. Je n'ai pas compris. Quand on fait une analyse humaine et politique, c'est complexe de pouvoir prévoir ce qui peut arriver comme solution viable après ces élections. On peut considérer que la nouvelle Assemblée va essayer de résoudre les problèmes politiques, notamment les réformes, mais tout dépendra aussi de la configuration qu'il y aura. Ne sachant pas la configuration et ne pouvant pas prédire ce qui va arriver aux urnes le 20 décembre prochain, c'est difficile de projeter quoi que ce soit. Mais je disais tantôt que le peuple du Togo n'est pas abandonné par Dieu. Je suis certain, et ça je le crois, que Dieu n'a pas abandonné le peuple togolais, et je suis certain que la situation va se renverser. Disons un mot de la mobilisation des Togolais de l'étranger, puisque je constate que cette émission que nous sommes en train d'animer est aussi regardée par des compatriotes installés un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, mais aussi en Asie. Est-ce que vous comprenez cet intérêt que les Togolais de l'extérieur ont pour leur pays? Hier, certains ont manifesté en France, d'autres ont manifesté au Nigeria. Oui, vous savez, à un certain moment, j'arrive à comparer le peuple du Togo au peuple juif qui a connu l'exode. Vous voyez, qui a connu l'exode et qu'à un certain moment, ils se sont éparpillés un peu partout dans le monde. C'est le cas du Togo aussi, qu'aujourd'hui, il y a des Togolais un peu partout. Et ce qui se vit au Togo ici concerne les Togolais de la diaspora d'un peu partout. Et ce n'est pas honorant que notre pays soit aussi humilié, parce que quelque part, on se dirait humilié. Donc, quand vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas accepter ça. Et c'est tout à fait normal que les gens luttent pour que cette situation soit corrigée. Mais malheureusement, la lutte s'arrête aux propos, aux manifestations. On ne va pas au fond du problème pour régler le problème. Nous avons commencé cette émission par une prière quand j'ai dit Notre Père qui es aux cieux. Est-ce que vous voudrez clôturer cette émission avec une prière aussi? Bon, la prière que je voudrais dire à Dieu, c'est de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Cette situation dans laquelle nous nous trouvons, lui sait pourquoi. Et il ne fait jamais rien sans qu'il ait un but. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et nous lui disons merci. Tout ce que nous lui demandons, que sa volonté soit faite. Et nous savons qu'il est puissant, que c'est le Dieu omnipotent, et il voit tout. Il voit tout ce qui se passe. Et nous croyons en lui, qu'il ne laissera jamais ce peuple. Nous lui demandons de veiller sur nous et que la paix gagne notre pays. Merci beaucoup, Gérard Adia. Je rappelle que vous êtes le vice-président du MPDD, tête de liste à Lomé pour les élections de jeudi prochain. Le D12 de ce dimanche s'achève ainsi. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romaric Faitas était resté à la technique. Merci. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.